vous informer et c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur les hantés des HIV et vainqueurs télévision, mais d'abord le sommaire. Les députés nationaux Killer Moubambe étaient l'hôte du ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo, ce mardi dans son cabinet de travail. Les lieux de l'ICACI étaient porteurs d'un plaidoyer en faveur des infrastructures sportives de sa province. La Covid-19 continue son expansion sur la carte de la RDC et apporte chaque jour son lot de problèmes. Depuis l'apparition du premier cas en mars, les hôpitaux de la capitale connaissent un phénomène bien particulier, la fuite des malades. Ce dernier, craignant de se faire diagnostiquer lors d'une simple consultation, prennent une autre direction pour se soigner. Et puis, c'est un schéma pour le moins inhabituel pris par les cantonniers de la ville de Kinshasa pour réclamer 11 mois d'arriérés des salaires auprès du gouvernement de la République. Ces travailleurs sous contrat à l'époque de Matata se sont rendus ce mardi au bureau du procureur près à la cour d'appel de Kinshasa-Matité. Vous allez suivre le détail dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Nommé par le pape François au mois de juin dernier, le nouvel évêque de la province du Kwango a été intronisé le dimanche 23 août au diocèse de Popo-Kabaka lors d'une messe de célébration eucharistique présidée par le cardinal Fridolin Ambongo. À cette occasion, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a offert une Jeep 4x4 ce lundi au nouvel évêque. Des images chargées de symboles. Un prélat allongé sur le sol, des mains lui imposées sur la tête, l'huile d'onction appliquée sur son front, remise d'une Bible, revêtement de la couronne de gloire et prise du bâton de commandement. Ça y est, le diocèse de Popo-Kabaka dans la province du Kwango a désormais un nouvel évêque. Monseigneur Bernard-Marie Fansaka Binyama, c'est son nom. Nommé en juin dernier par le pape François, il a été intronisé ce dimanche 23 août 2020 lors d'une célébration eucharistique présidée par le cardinal Fridolin Ambongo dans une ambiance festive. Venus des horizons divers, plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, parmi lesquelles le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Getty Mpanou, représentante personnelle du chef de l'État, qui conduisait une forte délégation de la présidence de la République, composée notamment de l'abbé Théo Chilumbu Wakabea, conseiller principal au collège Culture, Arts et Questions religieuses, Tezo Kiansi, conseiller principal au collège Éducation et Recherche scientifique, Désiré Mouala, conseiller principal au collège Commerce international et plusieurs autres conseillers. Dans son homélie consacrée sur la confession de foi de Pierre, le cardinal a notamment exhorté au nouvel évêque que la mission qui est désormais la sienne exige de lui une attitude correspondant à la charge épiscopale pour parvenir au bonheur éternel. Au cours de cette cérémonie d'ordination, l'évêque promu a bénéficié d'une Jeep 4x4, cadeau du président de la République, remise en son nom par le directeur de cabinet adjoint en charge des infrastructures, ressources minières, hydrocarbures, énergie et technologies de l'information et de la communication. Le chef de l'État m'a demandé de le représenter à cette cérémonie pour montrer d'abord son soutien et les liens qui le lient à l'Église et aussi pour montrer son soutien à la province. L'idée d'offrir un 4x4, ce n'est pas seulement parce qu'il se dit que la route est délabrée, mais c'est très important que dans son rôle pastoral, l'évêque puisse visiter les brebis et aller le plus loin possible. Faisant d'une pierre deux coups, la représentante personnelle du chef de l'État dans ce territoire de Popo-Kabaka, pratiquement enclavé, a visité le pont Loahi détruit depuis bientôt 4 ans en vue de sa réhabilitation prochaine. Notez qu'il s'agissait d'une 4x4 et non la marque Jeep.
Et voilà, poursuivons ce journal les questions relatives à la sécurité dans la région de Grand Lac et les efforts à fournir pour le développement du Rwanda et de la RDC ont été examinés au cours de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordée ce mardi à la Cité de l'Union africaine à M. Vincent Garega, ambassadeur du Rwanda en RDC, pour le diplomate rwandais, le président de la République, en sa qualité de premier vice-président de l'Union africaine, joue un grand rôle dans la pacification de la région et de la RDC, où il a décidé de démanteler toutes les forces négatives, parmi lesquelles les FDLR, ce groupe rebelle rwandais, faut-il le rappeler, a longtemps déstabilisé les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Quittant la présidence pour nous rendre à présent à la primature, le secteur minier se porte bien en République démocratique du Congo et cela a une influence positive sur la note économique décryptée en ce jour lors de la traditionnelle réunion de la conjoncture économique. Cette séance de travail réunissait autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba les délégués de la Fédération des entreprises du Congo et de l'Association nationale des entreprises du portefeuille et le gouverneur de la Banque centrale. Le compte rendu de ces assises nous est dressé ici par le vice-premier ministre en charge du budget et Jean Baudemaillot. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé ce mardi la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique, élargie aux délégués de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, et de la NAP, l'Association des entreprises du portefeuille. Parmi les membres permanents du comité de conjoncture économique qui ont pris part à cette réunion, il y a le vice-premier ministre et ministre du Plan, le vice-premier ministre et ministre du Budget, la ministre d'État à l'Emploi et Prévoyance sociale, le ministre des Finances et celui des Mines, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que les délégués de la FEC et celui de la NAP. Selon le vice-premier ministre et ministre du Budget, Jabodouin Mayo Mambeke, qui a fait le point de cette séance, des notes ont été examinées. D'abord, la note de conjoncture économique présentée par le vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Mouniemboué, qui atteste qu'il y a une petite tendance inflationniste qui refait surface, marqué par une petite rythme d'accélération de prix sur le marché, alors même que le franc congolais s'apprécie sur le marché d'échange avec 0,39%. Le comité de conjoncture a pu se rendre compte que malgré les efforts du gouvernement, il y a une petite tendance à l'accélération du rythme de formation du prix. C'est-à-dire une petite tendance inflationniste qui refait face malgré les efforts non seulement du gouvernement mais de tout le monde aussi. Nous avons aussi constaté qu'à la suite de cette tendance inflationniste, quoique légère, le taux de change lui aussi a quelque peu bougé. Sur cette question, le gouvernement qui reste attentif, s'agissant de la note sur le secteur minier présentée par le vice-ministre et ministre du Budget, la situation demeure rassurante en ce qui concerne les niveaux de production de produits miniers. Par rapport au secteur minier, la note de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, est rassurante dans la mesure où la production est maintenue, il n'y a pas à se plaindre là-dessus, en même temps que les cours sur les marchés internationaux se portent bien. Notons que le bon de comportement de cours des métaux sur le marché international, avec un cuivre en os, mais tout de même une légère baisse du prix du cobalt. Restons toujours à la primature, la situation sécuritaire au poste frontalier de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga
préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Ce mardi, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé à l'immeuble intelligent une séance de travail sur la situation qui sévit dans cette partie du pays. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette réunion. On pourrait citer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre du Budget, la ministre de l'Économie nationale, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le gouverneur du Haut-Katanga et son collègue du Lualaba, ainsi que les responsables des services de sécurité, l'armée nationale et la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui a fait le compte rendu des travaux a déclaré que le gouvernement central se penche sur la question et que les mesures seront prises rapidement pour faire face à cette situation. Nous l'écoutons. Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il s'est tenu une grande réunion à la mesure de la gravité et de la complexité de la situation qui se passe au poste frontalier de Kasumbalesa. Et nous avons essayé de circonscrire toutes les dimensions de cette problématique qui revêt des caractéristiques sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel de tous les services qui sont en place au niveau de la frontière, et aussi des aspects diplomatiques dans la mesure où c'est un poste frontalier qui nous relie à un pays voisin qui a aussi exprimé certaines préoccupations par rapport à ce qui se passe à cette frontière de notre pays. Et je crois que dans les jours qui viennent, dans les tout prochains jours, vous serez informés des mesures concrètes que le gouvernement va prendre pour faire face à cette situation. Le message qui doit calmer la tempête, c'est que le gouvernement central a pris en charge tous ces problèmes et que l'État va s'assumer. L'État assumera ses prérogatives régaliennes et l'ordre reviendra à Kasumbalesa. D'un chapitre à un autre, le ministre de la Santé d'Haïti, Nilongondo, a, au cours d'une conférence tenue ce mardi 25 août, révélé que le fonds alloué à la lutte contre la COVID-19 provenait principalement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers de la RDC. Il a déclaré également que son ministère n'a jamais reçu de fonds de la part du Fonds national de suivi de la COVID-19, des institutions créées circonstanciellement par le chef de l'État. Le ministre de la Santé n'a jamais reçu de l'argent du FNCC. Peut-être que plus tard, ils pourront nous envoyer des fonds, mais pour le moment, nous recevons des fonds du gouvernement qui viennent avec difficulté parce que nous connaissons des problèmes économiques énormes, a déclaré le ministre de la Santé. L'homme dit avoir reçu de la part du gouvernement une somme totale de 10 627 344 dollars américains dans le cadre de la riposte. Restons toujours dans ce chapitre. La COVID-19 continue son expansion sur la carte de la République démocratique du Congo et apporte chaque jour son lot de problèmes. Depuis l'apparition du premier cas en mars 2020, les hôpitaux de la capitale connaissent un problème, un phénomène bien particulier, la fuite des malades. Ces derniers, craignant de se faire diagnostiquer lors d'une simple
simple consultation prennent une autre direction pour se soigner et malgré la baisse observée actuellement des cas de contamination à la COVID-19, les hôpitaux de la capitale voient toujours les malades déserter leurs portes. C'est le cas de l'hôpital Saint-Joseph délimité à travers ce reportage de Gloria Kilungu et Bill Moki. La République démocratique du Congo fait face depuis le 10 mars à la pandémie de la COVID-19 qui s'étend progressivement sur tous les territoires nationaux. Les autorités ont rapidement mis en place des mesures de prévention telles que le port obligatoire de masques, sensibilisation de masse pour le respect aux gestes barrières et les confinements partiels de certaines zones de la capitale et provinces du pays. Mais un élément mérite d'être évoqué, constat fait par des médecins de certains établissements hospitaliers. Une baisse sensible du nombre de consultations et d'admissions dans des hôpitaux. Dr Moubiala, médecin soignant affecté au comité de riposte de l'hôpital Saint-Joseph, explique la raison de cette baisse de fréquentation des patients au sein de leur hôpital. Oui, chez nous, oui, on a constaté depuis un certain temps une diminution du taux de fréquentation, en tout cas, des malades. Nous pensons que, d'une part, il y a des malades, justement, qui ne veulent pas venir à l'hôpital, parce que jusque-là, nous avons l'impression que les gens pensent que c'est une maladie honteuse, alors qu'il n'en est rien. Donc, déjà, ça, c'est une des causes, une des raisons, en tout cas. Mais nous pensons aussi que, effectivement, l'épidémie doit être en train de... la fréquence doit être en train de diminuer parce que ça fait déjà des mois que nous vivons cette épidémie. Ils ont en outre fait savoir que la population doit avoir le courage de se présenter dans des hôpitaux en cas d'apparition des symptômes. Ce n'est pas une maladie honteuse, ça il faut déjà commencer par le dire. C'est une maladie qui peut être soignée. C'est vrai qu'elle peut être guérie de façon spontanée parce que c'est un virus, nous l'avons dit, mais s'il y a des complications, on peut les soigner. Alors le plus important, c'est quoi? Il faut aller à l'hôpital. Si vous avez les symptômes, si vous avez les signes, je crois qu'il ne faut pas avoir honte. Il faut fréquenter les hôpitaux où on peut faire un diagnostic. Il a conclu en interpellant la population tout en leur demandant de croire au personnel soignant. La COVID-19 existe bel et bien. Au sein de la société, il y a des organes qui sont habilités pour cela. Il y a la sensibilisation déjà, comme on le fait maintenant. C'est-à-dire qu'on devait informer suffisamment la population sur les modes de transmission, parce que ce qui est très important, sur comment se protéger. Cela est en train d'être fait par les médias, comme chez vous, mais je pense qu'il faudrait aussi mobiliser des équipes mobiles pour pouvoir circuler au niveau de la périphérie, dans des quartiers, à chaque endroit, là où nous habitons, pour pouvoir expliquer aux gens comment la maladie se transmet et comment faire pour se prévenir de cette maladie. Donc. Au ministère des Sports, le député national Kiler Moubambe était l'hôte du ministre Amos Mbayoki Tengue ce mardi dans son cabinet de travail. L'élu de la ville de Likasi, dans le Haut-Katanga, était porteur d'un plaidoyer en faveur des infrastructures sportives de sa province. Le stade Kikula de Likasi, qui peine à être recouvert d'une pelouse synthétique, et les grandes piscines de cette province qui demandent une réhabilitation en vue des compétitions provinciales et nationales. Kiler Moubambe, en sportif avéré, a aussi proposé au ministre des Sports le lancement d'un grand projet de relance des infrastructures sportives au niveau des écoles, car pépinière des athlètes pour nos clubs et sélections nationales comme dans le passé. Il est au micro de Patrick Kanou et Dixon Liala. Venu voir son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, accompagné de l'honorable Kazembe. Le grand point concernait le stade de Kikula. Je crois, comme vous le savez, il y a de cela plus de 4 ans que les travaux
de réfection de la pose de la pelouse synthétique ont été amorcés au niveau de l'ICACI, mais 4 ans après, jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire rien n'a évolué, et voire même le stade n'est plus, la pelouse synthétique n'est plus utilisable. Nous avons voulu que le ministre des Sports puisse venir voir l'évolution et voir comment est-ce qu'il peut accompagner le gouvernement provincial. Nous avons parlé aussi des piscines aussi, puisque vous savez, d'ici demain, après-demain, il y aura le 4e jeu, le jeu de la francophonie qui se pointe à l'horizon. Et à part cela, nous avons donné aussi certaines suggestions pour qu'on puisse quand même, pour que le ministre puisse collaborer avec celui de l'éducation afin de nous placer encore des terrains de basket, le terrain de volleyball, d'handball dans les infrastructures scolaires, comme ça s'est passé dans le temps, puisque pour le moment, nous voyons dans plusieurs instituts scolaires, voire même dans certaines universités, et le sport est en train de se mourir et qu'il n'y a plus rien. Et juste après cette audience, le ministre des Sports, Amos Mbayo, a participé durant de longues heures à la téléconférence des ministres de l'Union africaine en charge des sports. Le continent, en effet, a subi un coup dur dans plusieurs secteurs suite à la pandémie de la COVID-19. Un choc ressenti dans les domaines des sports qui ne bénéficient pas déjà d'énormes ressources budgétaires dans la plupart des pays du continent. L'ordre du jour stipulait 2 points assez importants: impact de la pandémie COVID-19 sur les sports et rôle des États membres pour atténuer les effets et la mise à jour sur la stratégie continentale développée par l'Union africaine et le mouvement sportif sur la réponse pour atténuer l'impact de COVID-19 sur les sports. Cette téléconférence a réuni, outre les ministres en charge des sports du continent, un parterre des experts et représentants des structures sportives continentales. La force des exposés et des idées des participants a ouvert la voie à une prochaine séance après récolte et synthèse des données pour doter le continent d'une stratégie commune, mais surtout sortir les sports de cette crise commune qui impactera sur ces futures organisations. Depuis des mois plus tôt, des voix s'élèvent pour trouver un consensus sur la question des réformes électorales à opérer en vue d'un climat politique apaisé. Un forum a été ouvert ce lundi à cet effet, tandis que d'autres ténors de cette thèse, comme le G13, continuent ses consultations auprès de personnalités politiques et sociales du pays. Le Front commun pour le Congo, FCC, opte, lui, pour le rejet pur et simple de ces démarches diverses qui pourront occasionner un glissement en 2023. Et dans la classe politique, on se pose des questions sur ces refus. Maître Doudou Longomo, coordonnateur adjoint du réseau du Salut pour le peuple, branche de la société civile, nous livre ses impressions. FCC, c'est un regroupement politique qui a ses ambitions sur le plan politique, qui résonne comme un regroupement politique. Donc, ils sont libres de réfléchir et moi, je leur concède. Et même d'autres qui se sont organisés sont aussi libres parce que nous sommes dans un état de droit. Ce qu'il faut peut-être dire dans cette histoire de réforme institutionnel de processus électoral, la question qu'on se pose, si on veut faire cette réforme, c'est normal. Chez nous, au courant pour le salut du peuple, nous disons que cette question va appeler la modification ou la révision de la Constitution. On doit réviser la Constitution carrément. Alors, il n'y a pas de garantie jusqu'à preuve du contraire. Ce que nous avons besoin, c'est ça, qu'on puisse savoir les garanties. Est-ce qu'on va se limiter seulement à ce niveau de revoir le système électoral, ou bien
on peut recevoir parce que nous sommes en politique, et l'FCC peut avoir raison ou tort, mais nous estimons qu'on puisse d'abord être convaincu qu'on n'ira pas très loin, parce que ça va demander qu'on puisse toucher à la Constitution. Et toucher à la Constitution, rappelez-vous ici des années ou 3 ans passés, comment on avait bloqué, nous avons fait un effort, le peuple congolais avait tout fait pour que la Constitution ne soit pas touchée. Et pourquoi pas maintenant que les FCC ne soient pas dans cette position ou bien dans cette liberté de réfléchir que lorsqu'on va toucher la Constitution, est-ce qu'on ne risquerait pas de toucher aux dispositions intangibles? C'est ça au moins la question qu'on se pose. Mais nous disons, si c'est une démarche qui va se limiter tout simplement à revoir comment cette réforme électorale, il n'y a pas de problème parce que nous avions avant dans la Constitution le système à 2 tours. On nous avait ramené au système d'un seul tour. Si on veut ramener cela et on s'arrête à ce niveau, il y a d'autres modifications, on peut comprendre. Mais sinon, nous avons peur. C'est pour cette raison qu'on ne fait même pas confiance à ces 13 personnalités. Et en société, c'est un schéma pour le moins inhabituel, pris par les cantonniers de la ville de Kinshasa pour réclamer 11 mois d'arriérés de salaire auprès du gouvernement de la République. Ces travailleurs sous contrat à l'époque avec le gouvernement Matata Ponyo, et selon leur dire, se sont rendus ce mardi au bureau du procureur près à la cour d'appel de Kinshasa Matité, office situé sur la 4e rue résidentielle dans la commune de Limité. Alpha Mutombo et Bill Moké étaient présents pour le compte des vainqueurs télévision. Une ambiance pas comme les autres avait régné cet avant-midi devant le parquet général de la République situé à la 4e rue Limité. Les cantonniers de la ville de Kinshasa ont fait un sit-in devant cette instance judiciaire pour récupérer auprès du procureur général de la République leur salaire d'1 mois payé par le gouvernement. Cette situation ne peut se faire qu'en République démocratique du Congo. Des gens qui viennent récupérer leur salaire dans un parquet, a expliqué un cantonnier. Tozali na parquet général ya Limité, na 4e rue. Est-ce que c'est normal? Il y a bato basali mosala pona ke bazwa mbongo na bango, il faut ba ya kozwela yango nde na parquet. C'est tala nanu ke ba dirigeant oyo. Ba dirigeant oyo batambwisa ki biso. Tala misala na bango. C'est vrai. Est-ce que iko sale mabongo? Habillés en tenue de service et visiblement fatigués, ces cantonniers réclament plus de 11 mois de salaire aux autorités du pays. Et 13 jours, 11 mois. Si il biso 1 mois, pour les autres, le gouvernement doit régler cette situation parce qu'il y a des gens qui éprouvent d'énormes difficultés et d'autres personnes ont trouvé la mort en faisant ces métiers. 12 mois payés. Dans 12 mois, Tolali et pas président. Tosali et pas président Félix, il y a 4 jours. Tolombi wana tokie ba bisika nyoso tout monde bandai ko bimate. Ya to souffri. Banenga na biso pe ba kufi kaka na mosala oyo. Il s'est de noter que le projet des cantonniers a été initié par l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à la veille de la célébration du 50e de la RDC. Le cas d'enlèvement sont devenus récurrents dans la ville-province de Kinshasa. Les bandits opèrent souvent dans les taxis, bus, motos et autres véhicules dans l'objectif d'extirper les biens de paisibles citoyens pendant les heures de pointe. Les victimes de ces bandits se recrutent souvent parmi les passagers et usagers des grands acteurs de la capitale, à l'instar du boulevard Lumumba. Le commissionnaire divisionnaire adjoint ville de Kinshasa, Eddy Mukuna, nous parle de ces phénomènes criminels. Il est au micro de Merveille Loabea et Bill Moki. Vous savez, la police, c'est un service public. Nous sommes le service le mieux informé, n'est-ce pas, de tous les autres services qui puissent exister. Parce que nous avons des unités qui sont disséminées à travers toute la ville. Nous avons d'abord des grandes unités, notamment les commissariats urbains, nous avons des commissariats de police, nous avons des sous-commissariats. Effectivement, nous sommes informés, il y a des plaintes qui nous parviennent
dans lesquels les gens... il y a des enlèvements qui sont constatés par-ci par-là et la police s'attelle chaque fois à traquer tous ces gens-là et à les mettre hors d'état de nuire. Donc nous sommes informés effectivement qu'il y a des enlèvements qui se passent par-ci par-là dans la ville de Kinshasa. Et souvent, vous êtes sans ignorer qu'à chaque fois que nous mettons la main sur ces malfrats, ils sont présentés devant la presse et déférés devant les services compétents. Justice dans ce journal, après son acquittement lundi 24 août par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, l'évêque Pascal Mukuna a quitté la prison centrale de Makala ce mardi 25 août. Il a été accueilli par une foule composée de fidèles de la CK et de supporters du FC Renaissance du Congo. Pour rappel, l'évêque a été poursuivi pour viol, menace de mort et rétention illicite des documents parcellaires de Mami Chibola, la veuve, et de son ancien collaborateur Kancha. En RDC, ce ne sont pas les crises qui manquent. Nous sommes loin du monde politique cette fois-ci. En effet, les violents ne semblent pas s'accorder entre les serviteurs de Dieu. La réunion tenue ce lundi au sein de la plateforme religieuse Église de Réveil du Congo, ERC en sigle, a conclu sur la suspension à titre conservatoire du président Soni Kafuta, pasteur Soni Kafuta plutôt, président de cette structure. Les raisons de cette décision nous est évoquée au téléphone par Israël Kabamba. Il est membre du comité des sages de l'Église du Réveil au Congo. Oui, je voudrais donner les éclaircissements et éclairer la lanterne et l'opinion nationale et internationale que l'évangéliste Soni Kafuta, s'il est démis de ses fonctions, il est suspendu, il ne peut plus exercer ses fonctions de représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Il y a plusieurs griefs auxquels nous le reprochons, nous, les membres effectifs, les membres qui l'ont voté pour qu'il soit président. La première des choses, il rejette en bloc les résolutions de l'Assemblée générale élective de l'année passée. Dans cette même assemblée-là, c'est là où nous l'avons élu comme président. Il rejette ces résolutions-là. Et la deuxième des choses, il modifie le statut pour ramener les mandats auxquels nous lui avons accordé, les mandats de 5 ans à 7 ans. Or, ce travail-là, c'est l'Assemblée générale qui a l'obligation de le faire, qui doit faire ça pour que le mandat soit changé. Il change les mandats de lui-même de 5 ans à 7 ans. Et il y a une chose encore, quand il est élu, dans les 30 jours qui suivaient, il devait faire la liste, la déclaration de ce comité et déposer cela au ministère de la Justice. Cela n'était pas fait. Et il y a encore d'autres choses. Pour prendre les décisions pour l'Église du Réveil du Congo, il doit consulter. Il n'a pas consulté, il fait tout seul, il dirige l'institution en dictateur, il fait des choses auxquelles personne ne connaît parce qu'il est seul, il travaille seul. Et tant qu'il est seule confession religieuse, voilà pourquoi la majorité des membres effectifs ont décidé qu'il soit suspendu et nous allons convoquer l'Assemblée générale extraordinaire auquel nous allons prendre des mesures idoines pour lui permettre qu'il soit destitué officiellement et procéder à l'élection d'un nouveau président représentant les gars de l'Église du Réveil du Congo. L'insalubrité règne en maître dans la commune de Makala. Les rues, les avenues sont complètement parsemées d'ordures et les plastiques usés. Ces derniers vont jusqu'à boucher les caniveaux avec comme conséquence les débordements des eaux de la rivière sur le pont Mopulu, offrant ainsi un spectacle digne d'une saison de pluie, d'où ces cris d'alarme des populations de cette partie de la capitale qui se sont exprimées au micro de Judith Lubila et d'Emerson Kaya.
La ville de Kinshasa connaît de plus en plus un sérieux problème d'environnement consécutif à la concentration démographique anarchique et mauvaise gestion des déchets et autres objets en plastique. Et cette situation est à la base de l'insalubrité dans cette commune. Des inondations et diverses maladies hydriques sont constatées dans cette commune. Sur ce, l'insalubrité de la ville de Kinshasa en général et de la commune de Makala en particulier trouverait son origine de la mauvaise gestion des déchets de la part de la population. Quelques habitants de ce coin s'expliquent. tolembi koto deja asombule beti ezotonna mwaye tolekezate nyonso ko mabe mata mukongo 500 babongisa no c'est bien aroma flevi bien babongisa biso koto. Compte tenu de leur composition, les ordures ménagères sont définies comme tout déchet provenant de la préparation des aliments. La population du Makala lance à cet effet un cri d'alarme aux autorités du pays pour leur venir en aide. Surtout, bientôt, il y aura la saison de pluie. C'est par cet élément que nous mettons un terme à ce journal. Ici, vous nous avez pris encore des diffusions. Voici les rappels des principaux titres. Le député national Kiler Moubambe était l'hôte du ministre des Sports et Loisirs Amos Mbayo. Ce mardi, dans son cabinet de travail, l'élu de l'ICACI était porteur d'un plaidoyer en faveur des infrastructures sportives de sa province. La Covid-19 continue son expansion sur la carte de la RDC et apporte chaque jour son lot de problèmes. Et depuis l'apparition du premier cas en mars dernier, les hôpitaux de la capitale connaissent un phénomène bien particulier, la fuite des malades. Ces derniers, craignant de se faire diagnostiquer lors d'une simple consultation, prennent une autre direction pour se soigner. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'est un chemin pour le moins inhabituel pris par les cantonniers de la ville de Kinshasa pour réclamer 11 mois d'arriérés de salaire auprès du gouvernement de la République. Ces travailleurs sous contrat à l'époque de Matata se sont rendus ce mardi au bureau du procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Vous avez également suivi les détails dans ce journal. Édition spéciale de Judith Lubila. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.